dis ces mots seront extrêmement rapides puisqu'ils ont pour objet d'introduire cette première table ronde qui est consacrée à l'influence du droit international privé de l'Union sur le projet de codification française. Alors, je vais remercier bien sûr Ludovic d'avoir pris l'initiative de cette manifestation. Effectivement, des métaphores, des plateformes et des séries étaient utilisées. Bon, très simplement un petit correctif à ce qu'il a dit. Saison 2, c'est-à-dire une seconde session, non, une deuxième session, qui change, à mon avis, tout, et une session qui a effectivement le plaisir d'accueillir en guest star pour poursuivre dans la métaphore des collègues, des amis, que je remercie très sincèrement de leur présence dans nos terres lyonnaises. Alors pour aller à l'essentiel, et parce qu'il ne m'appartient pas, moi, permanent, je suis de monopoliser la parole à ce stade, peut-être de réagir à la suite des propos qui seront tenus. Je crois que chacun pourra donner quitus de ce que, aussi bien dans un plan strictement juridique que dans un plan politique, le projet a effectivement su tenir compte de l'influence du droit international privé de l'Union européenne. Un droit international privé de l'Union européenne qui, nul ne l'ignore ici, est une réalité tangible depuis aujourd'hui un petit peu plus de 20 ans, même si, pour autant, l'existence d'un système de droit international privé de l'Union reste, elle, cette existence, sujette à bien des interrogations, et c'est ce que nous avions évoqué, je crois, exactement jour pour jour, il y a un an, dans cet amphithéâtre. Et je rassure un certain nombre de contributeurs, les épreuves arrivent, vous allez enfin pouvoir les corriger, évidemment, pour avant-hier. Donc, système, ça c'est une autre question. Alors, cette expression d'influence qui a été utilisée par le responsable scientifique de cette manifestation, bien sûr susceptible de diverses exceptions, de divers sens, et je pense que les différents intervenants des deux temps de la table ronde qui va se dérouler maintenant, eh bien, vont chercher à explorer, à expliciter le sens du terme influence. Et avec une distinction effectivement efficace, qui rappelle à certains d'excellents souvenirs, la lettre et l'esprit, et chacun aura retenu que dès qu'on parle d'efficacité, c'est parce que Ludovic est derrière, eh bien ce sont l'esprit, la lettre qui vont être effectivement explorées, une codification dans l'esprit, une codification suivant la lettre du droit international privé de l'Union. Alors je n'en dirai pas davantage, car ceux qui vont s'exprimer maintenant, et je crois nécessaire de les présenter, ont un indéniable, j'oserais peut-être dire un incroyable talent qui est confirmé pour certains ou en devenir pour d'autres. Et sur ce point, je rappellerai que le talent a cette caractéristique d'obliger. Alors je crois qu'ici, nous pouvons être d'ores et déjà rassurés, car nous avons 4 intervenants qui ne souffrent pas d'un complexe qui est très français, et qui est le complexe d'Érostrate. Je ne sais pas si vous savez qui est Érostrate, un des héros de la mythologie, mais le complexe d'Érostrate, qui est très répandu d'ailleurs dans la doctrine française, et pas seulement uniquement dans la doctrine française de droit international privé, est un complexe qui atteint ceux qui ont la volonté de laisser leur nom dans l'histoire par ceux qu'ils ont brûlés ou détruits, plutôt que par ceux qu'ils ont construits. Et donc, la chance que nous avons, c'est qu'aucun des 4 intervenants de cette table ne souffre de ce complexe d'Érostrate. Et j'en veux en particulier pour preuve que dans une riche initiative lancée hier dans la rubrique Dalloz Actualité, et notamment à l'initiative de ma voisine de gauche, eh bien, j'ai pu lire la chose suivante. Je cite, alors je ne sais pas si c'est Estelle ou toi qui est l'auteur de la phrase. On est co-responsable de tout. Voilà, co-responsable de tout. Le projet peut être accueilli favorablement dans son principe, ce qui n'exclut pas que sa teneur puisse et doit être discutée, éprouvée et peut-être améliorée. Je crois que c'est résumé ce que nous attendons tous de cette première table ronde, que l'on discute, que l'on éprouve, et que peut-être on améliore le texte. Donc je passe immédiatement la parole à la Rassemblée de Clavel et Yves. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez prévu d'intervenir, mais je vous laisse les choses entre les mains. Merci beaucoup Cyril.
Merci à Cyril de cette introduction. Je vais revenir dans un instant sur ce que tu viens de dire sur le dossier. Merci bien évidemment à Ludovic Taillé de cette invitation qui nous donne le plaisir de revenir à Lyon pour parler de cette codification qui est un projet vraiment stimulant intellectuellement. Et puis merci au Centre de recherche de Lyon de nous accueillir dans le cadre de cet après-midi de réflexion. Je vais donc, Yves Allage et moi-même, nous sommes coordonnés. Je vais faire une introduction commune. Mais avant cette introduction, je voudrais parler un instant juste de ce projet de code, de ce dossier sur le projet de code, juste pour vous dire que nous sommes très à l'écoute et très intéressés par toutes les contributions. Bien sûr, on les relit, bien sûr, on les modère, mais c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Et si vous avez envie de participer sur un point ou sur un autre, y compris sur des sujets qui ont pu déjà être traités, qui peuvent être traités sous des angles différents, avec parfois des visions différentes. Nous sommes extrêmement preneuses, Estelle Galland et moi-même. Mais j'en reviens à la journée d'aujourd'hui et je commencerai par, au nom de Yves et moi-même, décliner toute responsabilité pour tous les éventuels chevauchements qu'il pourrait y avoir entre le propos que nous allons avoir et ceux qui vont avoir lieu à la fois sur cette table de la première partie et puis aussi sur la seconde. C'est vrai que on est quand même sur des questions qui sont très très communes. Alors nous, on a une chance phénoménale, on est les premiers à parler. Donc tant pis pour vous les autres. Mais je crois que, comme je le disais pour le dossier, ce qui est intéressant, c'est, même si on parle des mêmes choses, de croiser les points de vue, et c'est pas grave si on parle des mêmes choses, parce que je suis convaincue qu'on ne va pas forcément dire les mêmes choses sur les mêmes choses. Donc ce petit disclaimer étant fait, j'en viens à notre sujet. Nous, c'est l'esprit. On a quand même, je vous rassure, essayé de s'attacher à comprendre ce que c'était que cette question de l'esprit, du droit international privé de l'Union, pour comprendre si la codification il était collée. Je me rends compte que je crois que j'avais prévu de mettre un truc pour minuter, puis j'ai oublié. Il est encore temps. Et on s'est dit finalement que si on va regarder le Larousse, l'esprit, c'est le sens général qui résulte d'un texte, d'un propos, d'un comportement, les intentions profondes qui s'y expriment. Et donc, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est si les deux dispositifs, le DIP de l'Union et le DIP français, qui résulterait de ce code, qui est encore évidemment un projet, si finalement ils sont animés par un même esprit, si les intentions profondes qui s'y expriment sont les mêmes ou au moins convergent. Et pour ce faire, on a adopté, finalement on est parti un petit peu de ce qui compose le DIP, c'est-à-dire les méthodes et les règles. Et ce qu'on va vous proposer, c'est dans un premier temps, et c'est ce dont je m'occuperai, se demander si on a une méthode ici, des méthodes qui sont dans l'esprit du DIP de l'Union, et puis après, dans un second temps, et c'est Yves Allage qui s'y collera, si on a une substance de la codification, des règles codifiées qui est dans l'esprit véritablement du DIP européen. Alors la méthode, d'abord, pour réfléchir au point de savoir s'il y a des inspirations communes, il faut essayer de comprendre quel est l'esprit méthodologique du DIP de l'Union européenne. Je vais essayer de passer assez rapidement là-dessus, c'est relativement connu, en tout cas je n'ai pas vraiment le temps de m'y appesantir. Mais il me semble que l'idée, c'est de construire un espace judiciaire européen dans lequel les libertés de circulation sont garanties. Ambition qui implique méthodologiquement que l'on coordonne et peut-être même que l'on harmonise les droits des États membres, étant précisé qu'en réalité, coordination et harmonisation sont étroitement imbriquées. Pour atteindre ces objectifs, l'Union européenne s'appuie sur plusieurs méthodes du droit international privé qui sont plus ou moins novatrices. Il y a la méthode conflictuelle, que tout le monde connaît, la méthode savinienne, qui reste vraiment centrale en droit de l'Union. Puis il y a la méthode de la reconnaissance, et c'est vrai que de ce point de vue, le droit de l'Union a été plus innovant, puisque on a, à côté de la méthode de la reconnaissance des jugements et des actes, qui sont relativement bien connus, qui existaient dans le droit commun, on a cette méthode de la reconnaissance des situations, qui résulte de la jurisprudence européenne, de l'Union comme de la Cour européenne des droits de l'homme, mais voilà, ça c'est quand même quelque chose qui méthodologiquement est assez propre à ce droit de l'Union lié à cette volonté de garantir les libertés de circulation. Alors, de ce point de vue, quand on s'arrête à ce constat-là, on peut dire que la codification, le projet de codification, il est vraiment dans l'esprit.
méthodologique, puisque l'article 5 nous dit précisément que le droit applicable il est déterminé par la mise en œuvre de la méthode conflictuelle, avec les règles matérielles et les lois de police qui vont pouvoir venir, le cas échéant, tempérer la mise en œuvre de cette méthode conflictuelle. Donc on retrouve cette méthodologie que l'Union européenne n'a pas inventée et qui préexistait en droit français, et donc on n'est pas vraiment étonné de la retrouver. Mais, et là c'est beaucoup plus nouveau, exceptionnellement, nous dit l'article 5 alinéa 3, une situation constituée ou constatée, etc. est la consécration de la méthode de la reconnaissance des situations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui démontre qu'il y a eu une inspiration commune, en tout cas là vraiment une volonté de convergence. Donc, le premier constat d'ensemble, c'est que oui, il y a sans doute ici méthodologiquement une codification qui est dans l'esprit du droit international privé de l'Union européenne. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc l'intérêt, c'est aussi, puisqu'on veut aussi être dans une critique constructive, de se demander s'il n'y a pas à la marge des petites tempéraments à apporter à cette belle harmonie qui existe méthodologiquement entre les deux ensembles de règles. Je vais essayer de traiter, parce que là, on est censé avoir 45 minutes pour nous deux. On a essayé de faire 15-15 pour avoir 15 minutes de discussion avec la salle, ce qui était vraiment intéressant. Donc, je vous demande d'excuser le fait que ça ne soit pas forcément extrêmement fluide. Je vais faire un peu en bullet point, comme on dit, pour juste... J'ai sélectionné quelques points que je trouve intéressants, dont je sais sans doute que d'autres vont parler derrière, mais je tiens à dire que j'y ai réfléchi et que je serais heureuse d'échanger. D'abord sur la méthode conflictuelle, ensuite sur les méthodes de la reconnaissance dans leur ensemble. Alors, sur la méthode conflictuelle, je ne reviens pas sur le fait qu'on est sur de la méthode conflictuelle bilatérale, salvinienne, classique, inspiration commune. Il n'y a vraiment pas de problème de ce point de vue. Il y a une identité méthodologique, je l'ai dit. Je voudrais donc relever surtout quelques hypothèses dans lesquelles il me semble que l'esprit du droit international privé de l'Union européenne pourrait être perverti par la mise en œuvre du droit international privé français tel qu'il est prévu dans le projet de codification actuel. Quelques illustrations donc, et je commencerai par la qualification. Alors la qualification va m'emmener sur, Marie-Élodie, je crois que tu veux en parler, donc sur l'extension des règlements romains et 22. C'est difficile de ne pas en parler. Je vais essayer d'être assez brève d'ailleurs sur ces sujets parce qu'il se trouve que dans le fameux dossier, j'ai préparé un brève là-dessus qui va paraître la semaine prochaine, donc vous aurez tout le détail de ce que je pense de ces questions dans le Dalloz Actualité. Mais voilà une de mes réflexions sur cette extension. On a les règles du règlement romain 22 en matière de droit obligations contractuelles, obligations délictuelles qui sont étendues au droit de l'Union européenne, c'est-à-dire en réalité transposées dans droit commun, pardon, pas en droit de l'Union européenne, c'est-à-dire transposées, transplantées, parce qu'en fait il n'y a pas d'extension. Le droit de l'Union européenne, il a un champ d'application qui est lié à une volonté politique, et puis en dehors, la France a une volonté politique peut-être de dire qu'on va appliquer les mêmes règles, qui deviennent des règles de droit international privé commun français. Alors bien sûr, elles vont s'appliquer selon des méthodologies qui sont prévues dans le règlement romain. On n'imagine pas par exemple qu'on mette du renvoi quand on applique hors champ d'application du règlement romain les règles qui s'appliquent en matière contractuelle, ça n'aurait vraiment pas de sens. Mais par exemple sur le terrain de la qualification. Qualification, l'article 6 nous dit principe de qualification légué-foré. Sans aucune nuance, c'est la règle. On applique les règles françaises selon le principe de qualification légué-foré. Alors moi, la question que je me pose, c'est quand j'applique les règles du règlement romain ou du règlement Rome 2 en dehors de leur champ d'application, en tant que règle de droit commun français, est-ce que je qualifie légué-foré ou est-ce que j'applique les qualifications autonomes? Si j'applique les qualifications légué-foré, ça va être un bazar sans nom. Peut-être sans doute un peu encore plus que ce que ça n'est déjà aujourd'hui. Je pense aux actions directes en matière contractuelle, à la rupture brutale des relations commerciales établies. On aura les mêmes règles, parfois en direction contractuelle, parfois action délictuelle. Ça va être très compliqué. Donc, et là, en l'état actuel de la rédaction de l'article 6, je ne sais pas exactement quelle était l'intention des membres du groupe de travail. Est-ce que, quand on applique le règlement romain et le règlement Rome 2 en dehors de leur champ d'application, est-ce qu'on utilise la qualification légué-foré ou est-ce qu'on utilise la qualification autonome?
Si on utilise la qualification d'éguéphorie, on va pervertir l'esprit du droit de l'Union, je pense. Première observation. Exactement la même chose sur les questions d'interprétation. La compétence de la CJUE, c'est le droit de l'Union européenne dans son champ d'application. Quand la Cour de cassation va interpréter le règlement romain Rome 2 appliqué en dehors de son champ d'application, est-ce qu'elle devra suivre la jurisprudence de la Cour de justice ou est-ce qu'elle pourra dire la Cour de justice n'est pas compétente donc je fais ce que je veux? Si elle décide de faire ça, on va pervertir l'esprit du droit de l'Union, on va créer de la confusion. Donc là, il y a, je serais très intéressée de savoir ce que vous avez, à quoi vous pensiez, et peut-être si vous pensez comme moi qu'en réalité, on ne pourra pas faire autrement que de continuer, que d'appliquer ces règles comme si c'était des règles européennes, et pas comme si c'était des règles de droit commun. Peut-être qu'en termes de rédaction, il faudrait être un petit peu plus précis, parce que là, il y a matière à interprétation des dispositions du code. Voilà, je pense que c'est principalement ce sur quoi je vais m'arrêter sur la question de qualification. Je pense que peut-être un petit complément sur les règles de conflit applicables, mais toujours dans la même ligne, qui est pour moi le souci de l'extension du champ d'application, temporel, matériel. Temporel, moi je vois des difficultés, il y en a moins peut-être, même si en droit des contrats, il y a un problème de prévisibilité. Si on dit les contrats qui ont été conclus avant 1991, on va les soumettre au règlement romain pour des contrats, les personnes n'ont jamais pensé au règlement romain au moment où ils les ont conclus. En termes de prévisibilité, ça pose un petit souci. Et puis alors, il y a quand même un petit problème qui va être de dire, avant 91, règlement romain, de 91 à 2009, convention de Rome, et puis à partir de 2009, re-règlement romain. Je ne suis pas sûre que ça soit parfaitement idéal, mais bon. Et puis alors après, il y a le champ d'application matériel, et là sur le champ d'application matériel, alors bien sûr on sait bien que ça ne va pas être étendu à toutes les questions qui sont traitées par des conventions internationales ou par des règlements spéciaux, mais il y a quelques questions qui ne sont pas traitées, convention d'arbitrage, clause attributive de juridiction, diffamation. Et moi je ne suis pas sûre que les règles des règlements romains Rome 2, elles étaient bien pensées pour ces cas particuliers. Et donc là aussi, je ne sais pas ce qu'avait en tête le groupe de travail. Est-ce qu'il s'agissait d'étendre ou pas aussi à ces questions-là. C'est ce que font les Italiens, je crois. Hein. Ils étendent matériellement la Convention de Rome. Mais moi, je trouve que ça pourrait poser peut-être quelques difficultés, là encore, pervertir un petit peu l'esprit. Je passe rapidement, parce que le temps file, je reste encore un instant dans la méthode conflictuelle pour dire que là, il y a un aspect qui là, en revanche, en termes de conformité d'esprit, est vraiment très très intéressant. C'est l'ordre public, l'exception d'ordre public international et européen, nous dit le texte. Et là, on est vraiment au cœur d'un esprit européen, et je dirais même d'un esprit pan-européen. Cette idée qu'on a des valeurs communes et qu'on va défendre, non pas seulement les valeurs françaises, mais aussi les valeurs européennes. Là, je trouve qu'on est 100% dans l'esprit du droit de l'Union européenne. Sur les méthodes de la reconnaissance. Alors, bien sûr, il y a la méthode de la reconnaissance des situations. J'ai presque envie de dire, enfin, c'est une évidence, je le disais déjà tout à l'heure, que là, c'est peut-être la marque la plus éclatante de ce qu'il y a un respect fondamental de l'esprit du droit de l'Union européenne dans le projet de codification. Alors, je pourrais développer un petit peu sur la façon dont ça a été fait. Le rapport nous précise qu'il y a une évolution dans la pensée du groupe de travail. On est passé d'une exception générale qui avait des conditions un peu strictes à des exceptions moins générales, mais en apparence un peu moins strictes. Je crois que de toute façon, sur notre sujet qui est le sujet d'esprit, la question n'est pas là. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette consécration textuelle en droit français de l'existence de la méthode de la reconnaissance des situations. Et ça, en soi, c'est quelque chose que je trouve absolument formidable. On pourra éventuellement y revenir, parce que je ne voudrais pas conclure sans mettre un petit mot sur la reconnaissance des jugements, pour peut-être étendre un tout petit peu un sujet que je n'ai pas eu le temps de traiter au comité français il y a 10 jours, là, sur le point de savoir si on est totalement en conformité avec l'esprit du droit de l'Union européenne en matière de reconnaissance des jugements. Mon sujet de préoccupation, je l'avais signalé très rapidement, je le redis ici, c'est le sort qu'on fait à la Convention jugement de La Haye, dont je pense qu'elle a été pensée par l'Union européenne comme une forme de droit commun de l'Union européenne, de la reconnaissance des jugements dans les relations avec les États tiers. Et là,
j'allais dire, votre disposition qui dit que le droit français plus favorable s'appliquera systématiquement contre la Convention, enfin, parce que notre droit est plus libéral que la Convention. Et donc, si on dit que chaque fois si on crée une obligation là où la Convention ne crée qu'une faculté, et qu'on dit aux juges français, chaque fois que le droit français est plus favorable, vous allez être obligé d'appliquer le droit français, et vous ne pourrez pas mettre en œuvre la Convention de jugement, eh bien, on apporte de la disharmonie dans ce qui pourrait être un traitement collectif par tous les États membres de l'Union européenne de la reconnaissance et de l'exécution des jugements des États tiers. Et ça, je me demande vraiment si finalement c'est une si bonne idée que cela. Et en tout cas, en termes de conformité à l'esprit du droit de l'Union européenne, je pense que c'est un peu questionnable. Et pour tout vous dire, je m'interroge vraiment sur ce qu'en dira la Cour de justice de l'Union européenne. Et je me demande si la Cour de justice ne pourrait pas considérer, parce qu'on a ratifié cette convention, elle va avoir donc, puisqu'on sait bien qu'elle s'arroge ce pouvoir sur toutes les conventions qui sont signées par l'Union européenne, elle va avoir un pouvoir d'interprétation de la convention et de la façon dont les États la mettent en œuvre. Est-ce qu'elle ne pourrait pas à un moment dire que cette disposition, elle empêche cette harmonisation du traitement au sein de l'Union européenne des jugements qui émanent des États tiers? Voilà, quelques pistes de réflexion. C'est vraiment très peu approfondi, vous m'en excuserez, mais je ne voulais absolument pas prendre du temps sur la seconde partie, plat de résistance, qui va être traitée par Yves, et qui est donc la question de savoir si la substance de la codification est également dans l'esprit du droit de l'Union. Alors, merci Sandrine, merci aux organisateurs de cette journée, et en particulier merci Ludovic de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, je me souviens de mes premiers enseignements de droit international privé sur les bancs de la faculté, et j'avais trouvé que la matière était essentiellement technique, une espèce d'aiguillage détaché de toute valeur morale ou politique. Puis le temps passe et on réalise que le droit international privé est loin d'être axiologiquement neutre. Il est fondamentalement moral et politique. Du moins, une analyse de la discipline sous l'angle de la philosophie morale ou politique est possible. Et c'est précisément à travers cet angle un peu particulier que j'aimerais placer mon propos aujourd'hui. Parce que le projet de codification, il a une substance. C'est-à-dire un corpus de règles qui, au-delà de leur aspect technique, est traversé par un ensemble de valeurs. Et c'est aussi le cas du droit international privé de l'Union européenne. Or, parce que le Code a vocation à coexister avec ce droit international privé de l'Union, il est évidemment utile de se demander si les deux partagent au fond le même esprit du point de vue des valeurs. La question, elle n'est pas évidente, ne serait-ce parce qu'il faut cerner cet esprit du droit international privé de l'Union du point de vue de ses valeurs. C'est ce que je vais essayer de faire à titre préliminaire. Et tout de suite, j'annonce qu'il me sera difficile d'éviter certaines simplifications, mais on pourra en discuter. L'Union européenne défend un ensemble de valeurs et son droit international privé n'y est pas indifférent. Ces valeurs sont, sans aucun doute, il me semble, d'esprit libéral, c'est-à-dire tournées vers la défense et la promotion des libertés individuelles. Le modèle de l'État fermé ou autoritaire, c'est-à-dire fort de ses frontières et qui contrôle strictement ses sujets, n'est pas la voie choisie par Bruxelles. Alors ça peut paraître une banalité, ça peut paraître consensuel, mais il suffit de tourner votre regard vers l'Est le plus lointain aujourd'hui pour se rappeler que de grandes puissances régionales ne sont pas sur la même ligne, et sans même oublier l'Est le plus proche, parce que je rappelle que le concept de démocratie illibérale a été popularisé par le gouvernement hongrois il y a quelques années, donc c'est-à-dire chez nous en Europe. Et du reste, cet esprit libéral du droit international privé de l'Union, on le retrouve autant, il me semble, dans la sphère économique que dans la sphère personnelle et familiale. Alors certains diront, dans une perspective critique et même sans doute provocatrice, que le droit international privé de l'Union est libéral et libertaire. Libéral car dans le champ de l'économie, les acteurs devraient pouvoir exercer leurs activités, dans la mesure du possible, sans avoir à subir les contraintes étatiques. Puis libertaire car dans le champ du sociétal, l'autodétermination des individus devait être promue en tant que progrès social.
Alors la présentation est certainement un peu caricaturale, j'en conviens, mais on ne peut pas dire non plus que le droit international privé de l'Union fasse preuve d'un grand conservatisme moral, il n'est pas non plus marxiste, si je peux me permettre. Alors, le projet de code de droit international privé français, il me semble, de ce point de vue, est loin d'être en réaction. Il n'est pas si éloigné de cet esprit libéral du droit international privé de l'Union, mais dans le même temps, il semble être à la recherche de la mesure. Il cherche à éviter certains excès, ce à quoi on peut lui rendre vraiment hommage. Alors, on va pouvoir le vérifier autant dans le domaine économique que dans le domaine des personnes et de la famille. Dans le domaine économique, tout d'abord, comme vous le savez, le libéralisme du droit international privé de l'Union est souvent l'objet de commentaires, autonomie de volonté de principe, manifestation du principe du pays d'origine ici ou là, notamment dans la directive commerce électronique, et puis la fameuse jurisprudence, la fameuse trilogie jurisprudentielle, Centros, Sudersiring, Inspire-Art, qui oblige un État membre à reconnaître sur son territoire une société qui s'est enregistrée dans un autre État membre, sans avoir eu l'intention d'y exercer une quelconque activité au nom des libertés de circulation. Alors, à l'image du droit international privé de l'Union, est-ce que l'esprit de la codification est aussi libéral dans le domaine économique ? Alors, il me semble que le projet de codification est plus ou moins tiraillé entre désir de donner de la liberté et volonté d'encadrer certains excès. Il y a une forme de oui-mais. Oui pour plus de liberté, mais encadrons certains excès. D'un côté, en effet, la codification ne peut pas être taxée sur le plan économique d'être antilibérale ou trop interventionniste. Il y a un désir de donner de la liberté dans les rapports économiques. Je vais prendre 3 exemples rapidement. Le trust. Une règle de conflit de loi est créée tout spécialement pour le trust, donc institution inconnue du droit français, vous le savez. Et si le code entrait en vigueur, ce serait une nouvelle conquête de l'autonomie de la volonté, puisque l'article 109 du projet soumet le trust à la loi désignée dans l'acte constitutif. Deuxième exemple, les clauses attributives de juridiction. Dans le projet, elles font l'objet d'un régime qui globalement n'est pas fermé. Les clauses attributives à caractère asymétrique sont reconnues comme licites. Et puis les clauses attributives conserveront également leur efficacité, même lorsqu'une loi de police française est applicable au fond du litige. Troisième et dernier exemple, les sociétés. L'article 85 du projet prévoit la reconnaissance de plein droit en France des sociétés étrangères, dès lors qu'elles ont été régulièrement immatriculées sur un registre public dans un État étranger. Il est donc plus nécessaire pour elles d'avoir leur siège réel dans le pays où elles se sont constituées, ce qui veut dire qu'une société qui aurait son siège réel en France, mais qui serait allée s'immatriculer à l'étranger pour bénéficier de conditions de constitution plus libérales, serait néanmoins reconnue de plein droit en France. Et puis l'article 86, toujours en matière de droit des sociétés, fait dépendre la lex societatis du pays d'immatriculation de la société. Donc là, encore une fois, c'est la fin du critère du siège réel, une bonne fois pour toutes. Et là, on se retrouve avec un système qui ressemble beaucoup à celui de la jurisprudence européenne en matière de liberté d'établissement au sein de l'Union, alors même que l'article 85 et 86 du projet pourraient s'appliquer dans le cadre de situations qui sont externes à l'Union européenne. Et le rapport sur ce point mentionne l'influence de la jurisprudence de la Cour de l'Union, mais aussi l'avis du Haut Comité juridique de la Place du Paris, du 31 mars 2021, qui est un avis plutôt libéral, qui relativisait d'ailleurs les craintes des représentants de l'autorité des marchés financiers, qui eux se montraient plus sensibles au risque de low shopping, et je cite le rapport du Haut Comité, le risque d'un rattachement déconnecté des réalités économiques. Bon. Donc ces 3 exemples montrent, il me semble, une certaine philosophie libérale qui préside la codification en matière économique. Mais si on continue d'explorer ces 3 mêmes exemples, on perçoit que la codification n'est pas non plus dogmatique. Elle cherche aussi à limiter certains excès. Pour ce qui est du trust, oui, l'institution est reconnue et elle est soumise au principe d'autonomie de la volonté. Mais il ne doit pas être, là je cite le rapport, un instrument de contournement des dispositions impératives de droit français. Alors pour produire des effets en France, le trust devra avoir un caractère international. Si le trust est objectivement localisé en France par tous ces éléments, il ne produira pas d'effet en France. De la même façon, l'article 111 du projet
prévoit que la reconnaissance du trust ne fera pas obstacle à ce que les dispositions impératives du loi désignée en application d'une autre règle de conflit de loi en limitent l'efficacité, par exemple les dispositions impératives de la loi successorale française. Pour ce qui est des clauses attributives de juridiction, oui, celles qui sont asymétriques sont licites, mais c'est sous réserve de l'exploitation abusive d'un déséquilibre économique. Oui aussi, l'applicabilité au fond d'une loi de police française ne prive pas la clause attributive de juridiction de son efficacité, mais c'est sous réserve que cette clause ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif dans le droit et dans les droits et les obligations des parties. On retrouve là d'ailleurs une terminologie de la réforme du droit des contrats qui pouvait faire dire à certains que cette réforme du droit des contrats était précisément relativement peu libérale. Enfin, c'est selon les avis. Et pour ce qui est du droit des sociétés, l'article 85 prévoit la reconnaissance de plein droit des sociétés étrangères, mais c'est sous réserve de la fraude aux droits des tiers. Et pour ce qui est de l'article 86, qui prévoit comme rattachement le pays d'immatriculation pour déterminer la lex societatis, l'article 86 ne fait pas disparaître l'exception générale de fraude à l'article 12 du projet. Or, dès lors qu'on ne sera pas dans une situation qui relève de la liberté d'établissement au sein de l'Union européenne, on pourra faire jouer l'exception de fraude pour limiter celles qui sont les plus flagrantes, en tout cas celles qui sont les plus malheureuses. Alors, voilà pour ce qui est du domaine économique. Alors, quid du domaine des personnes et de la famille? Alors, juste quelques mots sur le droit international privé de l'Union, et je reviendrai sur la codification avant d'en terminer. Pour ce qui est du droit international privé de l'Union, alors c'est très controversé, mais on a pu souvent voir en la matière un esprit également assez libéral, parce que le TIP de l'Union introduit l'autonomie de la volonté, même si c'est une autonomie encadrée. Il utilise le critère souple de la résidence habituelle plutôt que celui du domicile ou de la nationalité, et il lutte contre les discriminations. Et ça, c'est important, parce que il y a un lien entre lutte contre discrimination et liberté individuelle, car chacun devrait pouvoir, peu important ses caractéristiques, pouvoir jouir de ses libertés. Alors, est-ce que là encore, la philosophie libérale du droit international privé de l'Union, on la retrouve dans le projet de codification? La réponse est oui, mais encore une fois, avec certains tempéraments, on évite les dérives, on retrouve le oui mais. Pour ce qui est du volet donner de la liberté, la codification met un certain nombre de règles assez originales qui prennent en compte le choix des individus. Premier exemple, l'article 53 du projet permet à n'importe quel époux de librement se placer sous le régime du divorce extrajudiciaire de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises soient compétentes en vertu du règlement Bruxelles II refondu, ce qui ne sera pas très difficile en pratique. Les époux mixtes auront la liberté de conclure des conventions portant sur les conséquences financières d'un divorce ultérieur éventuel, même lorsque le droit français est applicable, en vertu du protocole de La Haye, alors que le droit français l'interdit. Et puis, dernier exemple, en cas d'adoption individuelle, l'adoptant ou l'adopté pourront demander l'application du droit français dès lors qu'ils sont domiciliés en France, alors même que ce droit ne serait normalement pas applicable en raison de leur nationalité. Et puis, pour accompagner la mobilité croissante des personnes, on a, comme tu l'as dit, la méthode de la reconnaissance qui fait son apparition. On va la retrouver, par exemple, pour ce qui est du changement de nom ou de prénom, pour les mariages célébrés dans un État étranger, ou encore pour l'assistance, l'AMP réalisée à l'étranger hors GPA, lorsque la filiation de l'enfant a été établie à l'étranger. Et puis, quelque chose que j'ai bien remarqué aussi, la lutte contre les discriminations, elle est flagrante dans ce projet de codification. On retrouve plusieurs fois cette occurrence, le mot discrimination. Par exemple, en matière de filiation, l'établissement et la contestation de la filiation sont régis par la loi nationale de l'enfant au jour de la naissance. Mais si en raison d'une discrimination liée aux circonstances de sa naissance, cette loi refuse à l'enfant le droit d'établir sa filiation, par exemple parce que c'est un enfant naturel, eh bien le droit français sera applicable, à condition toutefois que les juridictions françaises soient compétentes. En matière successorale, l'article 84 nous dit qu'aucun effet ne sera donné aux dispositions d'une loi successorale étrangère,
qui institue une dévolution légale discriminatoire en contrariété avec les engagements internationaux de la France et, je cite, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et du reste, un dernier point avant de voir comment la codification encadre les excès. Si la loi nationale est de principe s'agissant du statut personnel et que le rattachement par la résidence habituelle a été exclu, le rapport précise bien que c'est notamment au regard des Français expatriés. Parce que les Français expatriés peuvent résider dans un État qui ne partage pas les modèles familiaux européens, c'est le rapport qui le dit, c'est-à-dire des modèles familiaux plus prohibitifs ou discriminatoires. Donc un esprit libéral, mais comme en matière économique, des excès qui sont limités par des garde-fous. Oui, les mariages célébrés à l'étranger sont reconnus en France, mais c'est sous réserve de l'ordre public international et de la fraude. Et l'article 45 précise expressément que cette reconnaissance n'aura pas lieu en cas de polygamie, sous certaines conditions. Oui encore, les époux mixtes pourront conclure une convention sur les conséquences financières d'un divorce ultérieur éventuel, mais les époux devront avoir été dûment informés, et cette convention ne devra pas entraîner de conséquences manifestement excessives pour l'un ou l'autre des époux. Et puis, pour terminer, un dernier mot, parce que j'en ai pas encore parlé, de la gestation pour autrui. Oui, les couples ayant réalisé une gestation pour autrui à l'étranger pourront demander au juge français d'établir la filiation de l'enfant au regard du droit local, ce qui peut paraître d'esprit libéral, en tout cas une nouveauté par rapport au droit positif, mais ils devront se plier au contrôle de proportionnalité. Et le juge devra donc examiner toutes les circonstances de l'espèce et les buts poursuivis, et notamment l'intérêt de l'enfant. Et petite parenthèse, c'est assez intéressant parce que ici, le contrôle de proportionnalité, qui est habituellement envisagé comme un outil permissif, utilisé pour faire plier la rigidité de la loi face aux libertés individuelles, ici, il me semble qu'il va être utilisé comme un outil plutôt restrictif pour tempérer justement les libertés individuelles. Alors, petit bilan, conclusion, c'est une codification, je crois, qui porte une philosophie libérale sur tous les plans économiques, mais aussi personnel et familial, ce qui est conforme à l'esprit du droit international privé de l'Union, et on devrait dire plus généralement au contexte philosophique de notre société actuelle. Mais ce n'est pas un libéralisme sans limite, des garde-fous sont posés. Et le paradoxe, c'est que cet équilibre recherché risque d'attirer des frustrations de tous les côtés. Parce que certains vont dire que la codification n'est pas assez libérale, et d'autres vont dire au contraire, mais elle l'est trop. Bon, en tout cas, moi, il me semble que les garde-fous qui ont été posés étaient nécessaires, ils étaient vraiment nécessaires, et à cet égard, la codification est aussi une codification qui fait confiance au juge, c'est vraiment mon dernier mot, parce que ces garde-fous seront très souvent entre les mains du juge. Par exemple, en matière de GPA, eh bien, c'est le juge qui décidera finalement, en fonction des circonstances de l'espèce, si on peut établir ou pas la filiation. Voilà, donnons de la liberté et faisons confiance au juge pour limiter au cas par cas les dérives potentielles. C'est peut-être là l'esprit du code à venir. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup à vous deux pour ces riches observations. Merci aussi d'avoir parfaitement respecté le temps de parole. Là, c'est l'avantage d'être le premier, mais c'est surtout de mettre la pression sur les suivants, parce que vous savez qu'à Lyon, effectivement, on est effectivement plutôt libéraux, mais toujours avec beaucoup de garde-fous. Et donc, en la matière, je ne sais pas ce que Ludovic a prévu. Est-ce qu'on réserve le temps d'échange, de discussion après les deux tables rondes ou Ok. Très bien. Bien, chef. Donc, je passe immédiatement dans ce cas-là la parole aux deux intervenants du prochain panel. Cette fois-ci, ils vont s'attacher à la lettre du droit international privé. Donc, Maxime et Marie-Élodie, dans l'ordre que vous avez prédéfini, parce que là aussi, c'est tout à fait la liberté. Oui, l'ordre a été concerté de la manière suivante. Je vais dire quelques mots d'introduction. Maxime prendra la parole ensuite. Je la reprendrai et je la lui céderai de manière ultime, si je puis dire. Oui, c'est ça. Voilà, ça sera un peu notre sujet. Oui. Et je dois d'abord commencer par des remerciements, bien sûr, à notre metteur en scène, Ludovic Paillet. Merci d'avoir conçu ce scénario aussi élaboré pour cette saison 2. Alors, nous avons interrogé
le metteur en scène et scénariste, pour savoir exactement quel était notre script. Et donc il est apparu que nous avions 2 sujets à traiter. Le premier sujet étant celui des emprunts terminologiques opérés par le projet de code dans les sources de DIP de l'Union européenne. Alors il s'agira donc d'éclairer, et c'est ce que Maxime va faire dans quelques instants, les formulations qui sont dans le projet de code et qui évoquent sans aucun doute possible une provenance européenne. Donc on peut très clairement identifier cette filiation, si on peut dire, avec les textes de l'Union européenne. Donc c'est ce que Maxime va traiter dans 30 secondes. Pour ma part, je traiterai, comme Sandrine l'a évoqué, des questions relatives aux extensions qui sont expressément formulées par le projet de code dans les situations où le projet de code indique que les règlements européens, il s'agira des règlements Roma et Rome 2, s'appliquent à des situations qui normalement sont exclues de leur champ d'application respectif, mais que le projet de code va placer malgré tout sous l'empire de ces règlements Roma et Rome 2. Donc il s'agit de renvois qui ne sont pas des renvois simples, des renvois signalétiques qui sont là pour rappeler au lecteur qu'il existe des règlements européens ainsi que des conventions internationales qu'il faut les respecter. On se trouve dans des cas où ces règlements européens ne sont pas applicables d'après leur propre champ d'application et néanmoins le projet de code va les solliciter. Je parlerai donc de renvoi-extension à cette occasion, mais pour l'instant, nous allons d'abord écouter Maxime qui va nous parler de ces emprunts terminologiques. Peut-être avant de parler des emprunts terminologiques, je remarque quand même une chose, c'est que nous sommes partis de la lettre, ils sont partis de l'esprit, et on se retrouve sur un certain nombre de questionnements, ce qui me rassure, pour tout vous dire, donc on a des questionnements communs. Donc après l'esprit, on va parler de la lettre du projet de codification, en s'intéressant particulièrement aux convergences qu'il est possible de distinguer avec le droit international privé de l'Union. Alors cette entrée un peu particulière dans le sujet fait que je ne vais m'intéresser qu'aux éléments de droit international privé qui sont présents dans le projet de code, mais qui trouvent une résonance dans le droit international privé de l'Union. Par exemple, il n'y a aucun intérêt à se poser la question de savoir si les dispositions en matière de preuve du droit étranger sont inspirées ou pas du droit de l'Union, qui ne s'intéresse pas à cette question. Donc je vais plutôt m'intéresser aux dispositions proposées dans le projet qui prétendent régler des questions dont le droit de l'Union connaît par ailleurs dans son propre champ d'application. Et plus précisément, toute la question est de savoir si on peut mettre à jour un phénomène général d'importation en fait, des dispositions européennes en droit international privé français, spécialement au niveau de la formalisation. Je vais vraiment rester sur la lettre. Mon sentiment est qu'en fait, sur un certain nombre de sujets, on sent très rapidement la plume européenne. On a véritablement le sentiment, par endroits, que la réglementation européenne a pu constituer ce que j'appellerais un point de départ pour les concepteurs du projet. Mais on a aussi le sentiment, et du moins c'est mon cas, que la réglementation européenne n'a pas constitué le point d'arrivée nécessaire pour les concepteurs du projet. Il y a, je dirais, des ressemblances entre les dispositions dans la formalisation du même fond, mais on n'a pas de véritable identité. Les concepteurs du projet de code ne se sont manifestement pas sentis liés par la formulation européenne des choses, ils sont restés libres et ils n'ont pas hésité par endroits à adopter une formulation différente, encore une fois, du même fond. Formulation différente qui est quand même parfois la marque d'une simple fidélité, je dirais, à la terminologie française habituelle, de temps en temps, et d'autres fois quand même formulation différente qui est tout simplement le reflet d'une divergence de fond. Et je le dis immédiatement, il n'est pas toujours évident de faire la différence entre ces deux hypothèses, donc simple reformulation du même fond ou formulation différente qui laisse augurer une différence de fond. Cela dit, je vais donc m'employer à démontrer que la plume européenne est présente, mais qu'elle n'est pas prédominante. Mais quand même, avant d'entamer cette démonstration, j'aimerais formuler une mise en garde, en fait assez importante, que j'ai appelée l'éclipse normative. En fait, voilà assez longtemps quand même qu'il existe entre le droit international privé français et le droit de l'Union un mouvement de flux et de reflux, pour utiliser une expression que les internationalistes affectionnent.
Le très bon exemple qui m'a été soufflé par mon binôme, je le dis avec beaucoup de franchise, c'est la jurisprudence Lizardi, c'est-à-dire l'excuse d'ignorance légitime de la loi étrangère. Le point de départ, c'est quand même la jurisprudence française Lizardi, puis passage dans la Convention de Rome de 80, reprise dans le règlement Rome 1 et redescente dans le projet de code de DIP. Voilà en fait 60 ans que le DIP français et le DIP européen échangent d'un point de vue normatif, et ça pour dire que par endroits, on va avoir le sentiment que le projet de code s'inspire du DIP de l'Union, alors qu'en réalité il s'inspire juste du droit international privé prétorien qui est du préexisté. Donc je crois qu'il faut faire attention à cette espèce de phénomène d'éclipse normative que peut réaliser la réglementation européenne par moment. Et cette mise en garde formulée, j'en viens au cœur du sujet, et donc je vais d'abord montrer qu'il y a une plume européenne qui est présente et manifeste dans le projet de code. À certains endroits, c'est très évident, et à d'autres endroits, c'est un peu plus discret, mais à mon avis, c'est indéniable. La disposition proposée en matière de forum necessitatis constitue, à mon avis, la plus belle illustration de l'influence de la plume européenne. C'est l'article 18 du projet de code qui se propose de régler cette question délicate. Je ne vous lis pas la disposition, mais si on la juxtapose avec l'article 7 du règlement aliment, l'affiliation est d'une rare évidence. Elle est d'une rare évidence, alors il y a de toutes petites différences, mais très sincèrement, ces petites différences, elles n'occultent pas du tout la très grande ressemblance, en fait, des deux textes qu'on peut quasiment superposer. Un autre exemple de convergence très nette, ce sont les dispositions en matière de conflit de procédure, c'est-à-dire de procédures parallèles. Ce sont les articles 22 et suivants du projet de code qui en traitent, et lorsqu'on les lit, moi je dois dire que la filiation européenne elle est très marquante, on la voit immédiatement, et le meilleur exemple possible à mon avis c'est la définition de la connexité. C'est l'article 23 alinéa 2 du projet de code qui en parle, je vous le cite, sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger ensemble pour éviter des décisions inconciliables. Bon, ben c'est à peu de choses près, la copie conforme de l'article 30.3 du règlement Bruxelles-Bis. En réalité, les concepteurs du projet, ils ont mélangé, me semble-t-il, la formulation européenne tirée du règlement et la formulation française, qui figure tout simplement à l'article 101 du Code de procédure civile. En tout cas, l'influence européenne est assez nette. Un autre exemple dans la même veine, c'est la question des lois de police. C'est l'article 7 du projet qui évoque la question des lois de police. Je ne lis pas la disposition, elle est un peu longue, mais c'est pareil. Si on la juxtapose avec l'article 9 du règlement Rome 1, la ressemblance est frappante. Alors, voilà, je vois Jérémy Eman qui aussi, il a raison, pas qui vacille, il a raison. La formulation est différente. La formulation de la définition des lois de police est différente. Les concepteurs du projet sont restés, il me semble, fidèles à une définition française des lois de police. En revanche, la construction de l'article 7, elle est calquée totalement sur l'article 9 du règlement Rome 1. C'est-à-dire définition de la loi de police, traitement de la loi de police du fort et traitement de la loi de police étrangère. Ça, c'est très marquant. Donc on voit là qu'on a un mélange vraiment de génie normatif européen et français. En matière d'exéquature, il y a une spécificité. Tu notes génie normatif? Ça ne m'étonne pas. En matière d'exéquature, les concepteurs du projet sont même allés un peu plus loin. Ils ont entendu rétablir un motif de refus qui avait été oublié en fait par le système Münzer, à savoir l'autorité de chose jugée en France ou à l'étranger. Mais les concepteurs du projet en fait n'ont pas utilisé la notion d'autorité de chose jugée en France ou à l'étranger. Ils ont fait appel à la notion d'inconciliabilité des décisions qu'en fait on retrouve dans tous les règlements européens en fait, qui traitent de la question. Cela pour dire que là, c'est assez marquant, on voit la plume européenne et on voit même que la terminologie européenne fait irruption dans le droit international privé français. Et ça, à mon avis, c'est la plus belle marque, je dirais, de l'influence européenne sur la codification. Alors, quel premier regard porter quand même sur ce phénomène d'importation? Pour moi, c'est un regard favorable, en fait, parce que, précisément, d'une part, la formulation européenne des choses n'est pas si mauvaise, en règle générale, elle est plutôt bonne, et deuxième chose, ça n'a constitué qu'un point de départ.
Et je vais m'employer maintenant à vous montrer que les concepteurs du projet n'ont pas hésité à diverger de la formulation européenne pour adopter une formulation différente. Tout d'abord, les dispositions relatives aux clauses attributives de juridiction, je les trouve finalement en assez net décalage avec la lettre européenne. Il y a des convergences de fond, ça c'est évident, mais sur la forme, il y a des décalages. Dans le projet, ce sont les articles 25 et suivants qui en traitent. Or, ce qu'on constate, et Yves a commencé à le dire, c'est que les concepteurs du projet, ils ont d'abord voulu rendre honneur au droit prétorien français en consolidant un certain nombre d'acquis. L'article 26 constitue par exemple, Yves l'a dit, la consécration de la jurisprudence hibiscus, un peu augmentée, mais la consécration de la jurisprudence hibiscus en matière de clause asymétrique. L'article 29, c'est la consécration de la jurisprudence Monster-Câble, un peu augmentée là aussi. Mais on voit que les concepteurs du projet, ils n'ont pas eu en ligne de mire la réglementation européenne, mais le droit prétorien français. Alors bien sûr, la lettre européenne, elle n'est pas ignorée surtout en matière de clause attributive, et on sent tout de même que les concepteurs du projet n'ont pas hésité à prendre de la distance avec la formulation européenne des choses. J'ai choisi un autre exemple, c'est l'article 28, qui pose le principe de séparabilité ou d'autonomie de la clause attributive. Cet article 28, ce n'est pas le décalque de l'article 25.5 du règlement Bruxelles 1bis. La formulation est à mon avis beaucoup plus efficace. L'anéantissement de la convention principale est sans effet sur la validité de la clause attributive de juridiction. Là, on a une formulation qui, à mon avis, n'est pas inspirée de la réglementation européenne, mais plutôt de la réglementation française en matière de convention d'arbitrage, ou alors ce qu'on connaît en matière de résolution contractuelle par rapport aux clauses de procès. Donc je crois que là, l'influence européenne, elle atteint d'une certaine façon ses limites. Et ça, c'est également marquant en matière d'exéquature des jugements étrangers. Évidemment, il y a des convergences formelles. Par exemple, l'article 177 du projet énonce les motifs de refus d'exéquature sous forme de liste. C'est exactement la même chose qu'en droit européen, par exemple, l'article 45 du règlement Bruxelles 1bis. Autre exemple, la prohibition de la révision au fond est à peu près libellée de la même façon dans les deux cas. Mais il y a des différences qui sont assez fortes. Déjà, je soulignerai, et avec plaisir, que le terme exéquature apparaît enfin. Ce terme exéquature que l'Union européenne a semblé vouloir bannir de tout son vocabulaire législatif. Là, le mot exéquature, non seulement il est prononcé, mais il est défini. Il est défini et bon, ça fait plaisir à voir. Je le dis très sincèrement. Mais au moins, vous m'avez fait plaisir à moi. Les concepteurs du projet de code n'ont pas hésité quand même à reprendre des formulations européennes, par exemple la notion de partenariat enregistré, etc. Mais il y a quand même un attachement à une terminologie française. Ensuite, deuxième exemple où les concepteurs du code ont refusé, je crois, la lettre européenne, c'est sur la réserve d'ordre public international, toujours en matière d'exéquature. En droit européen, la reconnaissance est refusée si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis. Bon, les concepteurs du projet ne se sont pas laissés impressionner par cette formulation et ils ont maintenu une conception française des choses. Le jugement est déclaré exécutoire si la reconnaissance ou l'exécution n'est pas contraire à l'ordre public international de fond et de procédure. Donc on voit qu'il y a une fidélité, je dirais, à la formulation classique des choses. En définitive, sur ce sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, je porte un regard assez favorable sur ce phénomène d'emprunt, parce que c'est un phénomène d'emprunt mesuré, et qui montre bien que la lettre européenne a toujours constitué un point de départ, en tout cas là où c'était possible, mais jamais un point d'arrivée. Donc, voilà. C'est ce que je... Merci Maxime. Donc je passe à l'autre volet de notre présentation commune, qui est celle des extensions expressément assumées par le projet de code, ces renvois extensions qui apparaissent en deux endroits dans le projet de code, à l'article 89 alinéa 2 du projet de code et à l'article 94 alinéa 2 du même projet. Je le rappelle, le phénomène qui est ici, le procédé qui est ici examiné, c'est au regard de la lettre du code, c'est du projet de code, pardon, je vais un peu vite en besogne, c'est qu'il y a donc un renvoi express à des règlements européens
mais ces règlements ne sont pas juste des friendly reminders pour nous dire tel règlement ou telle convention internationale, le cas échéant, est applicable. Il s'agit de dire, même lorsque ces règlements ne se veulent pas applicables, nous allons les appliquer aux obligations contractuelles et aux obligations extra-contractuelles. Le procédé, en quelque sorte, est déjà annoncé à l'article 1er, me semble-t-il, alinéa 3, qui nous annonce, c'est un peu sibyllin, mais je pense que c'est ce qui correspond à ce procédé, les dispositions du présent code s'appliquent hors du champ d'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, sauf renvoi par le code à leurs dispositions, aux dispositions de ces règlements et éventuellement conventions internationales. Alors, pour ce qui concerne le droit international privé de l'Union, ce sont donc les articles 89 alinéa 2 pour le règlement Rome 1 et 94 alinéa 2 pour le règlement Rome 2. Sandrine l'a mentionné tout à l'heure, il y a des précédents à cette pratique, à cette technique de légistique. Tu citais, Sandrine, l'Italie, dans le cas de la loi italienne de 1995. Le rapport qui accompagne le projet de code cite aussi le code belge de droit international privé. Aussi bien en Italie qu'en Belgique, ce procédé technique de renvoi-extension visait à l'époque des deux textes, 1995 et 2004, la seule convention de Rome. Plus proche de nous dans le temps, on peut aussi mentionner la loi néerlandaise de 2011 qui opère de la même manière, de façon très, très annonciatrice de nos articles de projet de code français. Pour le règlement Rome 1, c'est l'article, je vais vous dire ça, l'article 154 de la loi néerlandaise du 19 mai 2011 et l'article 159 pour le règlement Rome 2. Cette technique légistique, si je puis dire, elle vient sans doute, ce sont les Italiens qui ont indiqué cette filiation, donc je me fie à eux, elle vient sans doute de la loi fédérale de droit international privé qui l'utilise encore pour des conventions de l'Haye, en précisant que certaines questions exclues de telle ou telle convention de l'Haye en droit de la famille, telle question est néanmoins soumise aux règles de la convention de l'Haye. Donc c'est un procédé qui n'a rien d'étonnant sur le papier. Mais ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre la mesure exacte de cette extension qui est opérée par le projet de code, afin d'en apprécier, chemin faisant, la pertinence. Alors, précisons tout d'abord ce que, selon moi, je vois que Sandrine avait des hésitations, mais ce que, selon moi, ce renvoi-extension n'est pas. À mon sens, il ne s'agit pas de placer sous l'empire des règlements Rome 1 et Rome 2 des situations qui n'entrent pas dans le champ d'application temporelle de ces règlements. Alors pour cela, il y a un argument de texte, qui est l'article 207 du projet de code, qui indique que lorsque le présent code renvoie aux dispositions d'une convention internationale ou d'un règlement européen, celle-ci s'applique dans le temps, dans les conditions qu'il prévoit. L'article 207 ne distingue pas selon qu'il s'agit des simples renvois, des renvois signalétiques, et de ce renvoi extension. Donc l'article 207 me semble valoir aussi bien pour le renvoi extension. Il y a bien sûr, et Sandrine y a fait raison, également des arguments de fond qui justifient qu'on n'applique pas rétroactivement ou de manière immédiate les règles tirées de Rome 1 ou de Rome 2 à des situations qui se sont constituées avant leur entrée en application. C'est tout à fait évident, indiscutable à propos des obligations contractuelles. On n'imagine pas placer un contrat datant de 1978 sous l'empire des règles de Rome 1. Quand je dis datant, conclu en 1978 sous l'empire du règlement Rome 1. C'est tout à fait inenvisageable. Et là, je peux citer d'ailleurs Fausto Poccar qui commentait la loi italienne de 1995 en explicitant bien que dans l'esprit du législateur italien, on ne peut pas remettre en cause les attentes des parties à un contrat en plaçant ce contrat sous l'empire de la Convention de Rome qui n'existait pas au moment où le contrat avait été conclu. De toute évidence, cela porterait atteinte à la sécurité juridique. Et à
retrouverait les mêmes arguments de sécurité juridique et les mêmes arguments tirés des conflits de loi dans le temps, finalement, valent aussi pour les obligations délictuelles. J'aurais donc tendance à penser que les vieux contrats, les vieux délits, si je puis dire, ce qui ne sont appréhendés ni normalement par le règlement romain, ni par le règlement Rome II, ni par la Convention de Rome, ni par les autres conventions, ces vieux contrats, ces vieux délits restent sous l'empire du droit ancien et sous l'empire de la jurisprudence de la Cour de cassation. Libre ensuite à la Cour de cassation de dire que, oui, selon sa jurisprudence constante, elle a toujours interprété l'article 3 du Code civil de la même manière que ce que le règlement Rome II décide désormais en son article 4, ce qu'elle a fait en 2018 de manière assez effrontée. Mais ça, c'est le problème de la Cour de cassation. Je ne pense pas que ce soit l'intention des auteurs du projet de code. Alors, qu'est-ce que donc que ce renvoi extension positivement? Eh bien, c'est une extension du champ d'application matériel du règlement Rome 1 et du règlement Rome 2. Alors, pour bien mesurer ce que cela implique, nous allons regarder d'abord les obligations exclues de ces règlements, mais qui se trouvent réintroduites par le projet de code sous l'empire de ces deux règlements romains et Rome 2. Ce qui impliquerait en fait de regarder dans chacun des règlements l'article 1er alinéa 2 de ces textes. Et on s'aperçoit assez rapidement que plusieurs difficultés se profilent. La première difficulté, j'en ai indiqué, c'est un problème de qualification. Je vais donner un exemple pour qu'on mesure finalement la complexité que va apporter, la complexité nouvelle que va apporter qu'apporterait ce renvoi à l'extension s'il est maintenu. L'exemple que je voulais prendre, c'est celui d'une société, d'une personne morale qui cherche à engager la responsabilité de son ancien gérant. C'est une situation peut-être contractuelle, peut-être délictuelle, mais qui, en tout cas, la mise en cause de la responsabilité de l'ancien gérant n'est appréhendée ni par le règlement Rome 1, ni par le règlement Rome 2, qui exclut de leur champ d'application les obligations contractuelles ou délictuelles relatives au fonctionnement interne des sociétés. Au regard du règlement romain et du règlement Rome 2, à la limite, on n'a même pas besoin de qualifier l'obligation. On sait que, qu'elle soit contractuelle ou qu'elle soit délictuelle, elle n'est pas couverte par le règlement romain ou par le règlement Rome 2. Mais maintenant que nous voudrions étendre soit le règlement romain, soit le règlement Rome 2 à cette situation, il va falloir que nous qualifions la situation. Alors que nous décidions si nous plaçons l'action de la société contre son ancien gérant sous l'empire du règlement romain ou bien sous l'empire du règlement Rome 2. Est-ce que c'est du contractuel, est-ce que c'est du délictuel? Comment qualifier? Il me semble que comme il s'agit malgré tout d'utiliser la substance soit du règlement romain, soit du règlement Rome 2, il est difficile de procéder à une qualification. Il faut forcément s'en tenir à une qualification autonome, que l'on va trouver en réalité, dans le cas présent, dans la jurisprudence de la Cour de justice, rendue sous l'empire du règlement Bruxelles 1, cette fois-ci donc pas des questions de compétence, c'est l'arrêt Holtermann-Ferro qui en 2015 nous dit dans une telle situation la qualification est contractuelle. Donc on voit que un problème de qualification au regard de Romain et Rome 2 qui ne se pose pas en réalité concrètement, puisque ni Romain ni Rome 2 ne veulent appréhender cette situation, ce problème de qualification qui se pose à nous va nous obliger à aller chercher malgré tout dans la jurisprudence de la Cour de justice et ici paradoxalement dans le règlement, dans sa jurisprudence sur le règlement Bruxelles 1, la solution à notre problème de qualification. Donc c'est, me semble-t-il, une complexité dont on aurait peut-être pu faire l'économie. Et puis, je dirais que l'autre problème, plus fondamental, que pose cette technique du renvoi à extension, il vient de la considération suivante. Si Romain et Rome 2 ont exclu de leur champ d'application certaines obligations, ils l'ont sans doute fait pour de très bonnes raisons. Et pourquoi irions-nous à l'encontre de ces très bonnes raisons? Et je reprends mon exemple de l'action de la société contre son ancien gérant. Cette action ou cette situation de mise en cause de la responsabilité de l'ancien gérant vis-à-vis de la société
n'est régie ni par le règlement romain ni par le règlement Rome II, de leur propre volonté. Et comme le dit le règlement romain d'ailleurs à l'article 1, paragraphe 2, parce que c'est une question en réalité qui relève du droit des sociétés. C'est une question qui touche au fonctionnement interne des sociétés, donc qui relève du droit des sociétés. Alors il se trouve que notre projet de code comporte une règle de conflit de loi qui confie la responsabilité des organes sociaux à la lex societatis. C'est l'article 87, alinéa 2, lettre I du projet de code. Donc nous n'avons pas ici besoin du règlement romain ou du règlement Rome II, nous avons une règle de conflit de loi spéciale que nous avons faite nous-mêmes. Et on pourrait dire la même chose pour les obligations qui sont relatives au trust. Elles sont exclues aussi bien du règlement romain que du règlement Rome II. Et nous n'avons aucune raison d'étendre Romain et Rome II à ces obligations qui sont relatives au fonctionnement des trusts, des rapports entre constituants et trustees par exemple. Parce que ces obligations entre constituants et trustees sont traitées par notre projet de code à l'article 110 et placées sous l'empire de la loi du trust. Et on pourrait faire sans doute la même analyse pour toutes les obligations contractuelles ou délictuelles, comme on peut les appeler, qui se rattachent à des rapports familiaux et qui sont exclus aussi bien de Romain et Rome II, d'après les articles 1, paragraphe 2 des deux textes. Ces obligations, a priori, contractuelles ou délictuelles, elles ont en réalité vocation à être traitées par la loi qui régit le rapport familial au regard duquel l'obligation, a priori, en apparence contractuelle ou délictuelle, est née. Et donc voilà, il faudrait passer au peigne fin chacune des exclusions des règlements romains et Rome II, et très vraisemblablement on s'apercevrait qu'il n'y a aucune raison d'aller étendre au-delà de ce qu'ils ont décidé comme champ d'application matérielle ces obligations. J'hésite peut-être parce que je n'ai pas eu le temps de creuser suffisamment. Peut-être que pour les obligations nées d'instruments négociables, ce serait peut-être encore pertinent d'aller les confier au règlement Rome 1, mais je me demande s'il ne suffirait pas d'ajuster la règle de conflit de loi spéciale qui existe dans le projet de code et qui concerne les chèques et les lettres de change. J'ai un doute encore sur les contrats d'assurance sociale complémentaire qui sont exclus du règlement romain, et je suppose qu'il y a une bonne raison à cela. Voilà, donc deux exclusions méritent quelques commentaires plus particuliers. Les obligations qui résultent d'une atteinte au droit à la personnalité ou d'une diffamation. Ces obligations, on le sait, elles sont exclues du règlement Rome II. Mais elles sont couvertes grâce à l'article 94 alinéa 2 par le règlement Rome II du point de vue du projet de code. L'article 94 alinéa 2 rapatrie, si je puis dire, ces obligations nées des atteintes au droit de la personnalité ou d'une diffamation sous l'empire du règlement Rome II. Mais cette réintroduction dans Rome II est en réalité immédiatement désactivée par l'article 95 alinéa 2 qui pose une règle de conflit de loi spéciale et qui désigne la loi de l'État du centre des intérêts de la personne lésée. Donc l'extension opérée par l'article 94 alinéa 2 est aussitôt déjouée par l'article 95 alinéa 2 du projet de code. Deuxième point qui mérite une attention particulière, ce sont les conventions d'arbitrage et d'élection de forme, exclues, on le sait, du règlement Rome 1. Alors, faut-il comprendre que, en vertu de l'article 89, alinéa 2 du règlement Rome 1, faut-il comprendre que, en vertu du règlement, je reprends tout dans l'ordre, faut-il comprendre qu'en vertu de l'article 89, alinéa 2 du projet de code, le règlement romain s'applique malgré tout aux conventions d'arbitrage et d'élection de forme. C'est ce que font les Italiens et les Néerlandais quand ils pratiquent ce renvoi-extension que j'évoquais tout à l'heure dans leurs propres textes nationaux. Ils utilisent le règlement romain, par exemple, pour déterminer la loi applicable à la validité d'une convention d'arbitrage. Il est évident que ce n'est pas ce que nous voulons dans le projet de code. Enfin, je pense exprimer un sentiment qui me semblait quand même transparaître des écrits des auteurs du projet de code. Il est hors de question d'aller placer sous l'empire des lois nationales les questions de validité des conventions d'arbitrage. L'exclusion de l'arbitrage, nous le savons bien, elle est très très
prononcé dans le projet de code, même s'il y a quelques éléments qui y reviennent un peu par la fenêtre, en quelque sorte. Et pour les conventions d'élection de forme, on pourrait se dire, après tout, pourquoi pas appliquer le règlement romain à la question de la validité substantielle de ces clauses d'élection de forme. D'abord, ce serait tout à fait contre-productif. Les Italiens se sont posé la question, et en fait, quand ils appliquent le règlement romain à la validité substantielle d'une clause d'élection de forme, ils finissent par appliquer l'article 4, paragraphe 4 du règlement romain, c'est-à-dire qu'ils s'en remettent à la loi qui présente les liens les plus étroits. Donc on a beaucoup avancé grâce à ce renvoi à extension dans ce domaine. Et surtout, ce renvoi à extension serait tout à fait inutile pour nous, parce que nous avons, si le projet de code demeure tel qu'il est formulé à l'heure actuelle à propos des clauses d'élection de forme, nous avons une solution qui est apportée par l'article 32 du projet de code, qui, sur les questions touchant à la validité de la clause d'élection de forme, qui ne serait pas traitée par les articles précédents qui touchent plutôt à la licéité, eh bien, l'article 32 du projet de code désigne le droit français, et il comprend le droit des contrats français. Donc nous n'avons pas besoin d'aller utiliser une règle de conflit de loi ici qui serait tirée bon an mal an du règlement romain. Quelques mots pour, et j'en finirai par là plus rapidement, les règles qui seraient concernées par ce renvoi à extension. Donc, ce sont celles des règlements romains et Rome 2. Évidemment, on risque d'avoir des problèmes un peu logistiques si jamais le règlement romain est transformé en règlement Rome 1 bis, ou le règlement Rome 2 est transformé en règlement Rome 2 bis. Les Italiens sont arrachés les cheveux parce qu'eux, leur renvoi désigne la Convention de Rome, ils se sont demandé s'il fallait maintenant faire un renvoi au règlement Rome 1. Les choses se posent à dire vrai aussi pour les renvois typiquement de rappel, les renvois signalétiques. Est-ce que toutes les règles dans Rome 1 et Rome 2 sont concernées? Je me suis posé la question parce que les Belges, eux, ont fait un renvoi spécifique, limité au sein de la Convention de Rome, aux articles 3 à 14. Donc peut-être faudrait-il, quitte à conserver ce renvoi à extension, réfléchir à deux fois pour bien cibler au sein des règlements concernés les normes que nous voulons finalement, en quelque sorte, étendre à ces cas. Ensuite, il faut bien maîtriser que par ce renvoi à extension, finalement, le législateur français et la Cour de cassation française vont perdre toute maîtrise sur le régime applicable à ces situations qui étaient exclues des règlements romains et Rome 2, mais qui sont replacés sous l'empire des règlements romains. Les questions de qualification, on les a déjà évoquées, le régime des lois de police, tout ça va passer sous la bannière de l'article 9, par exemple de l'article 16 du règlement romain ou du règlement Rome 2. Donc il faut bien comprendre qu'on se dépossède là totalement de ces aspects-là. Et puisque, Sandrine, tu posais la question, quand bien même il s'agirait d'une extension opérée par le législateur français, plaçant sous l'empire d'un règlement qui ne se veut pas applicable, mais que nous allons en quelque sorte étendre à ces situations qui étaient normalement hors de son champ d'application, eh bien la Cour de justice s'estime compétente pour interpréter les normes concernées. On l'a vu, je le dis juste, on l'a vu en droit international privé très récemment avec l'affaire Sayouni, quand les Allemands ont étendu le règlement Rome 3 au divorce privé. Et évidemment, l'arrêt Sayouni de la Cour de justice est de me dire que la notion de divorce privé et la notion finalement le champ d'application matérielle du règlement Rome 3, c'était quelque chose qui relevait de la compétence de la Cour de justice et pas des tribunaux allemands de manière ultime, si je puis dire. Donc je passe la parole sur ce point à Maxime, tout en disant tout de même un mot de conclusion sur ce renvoi à extension. Je ne suis pas convaincue de son utilité, je ne suis pas convaincue de sa pertinence. Sans doute faut-il peut-être davantage travailler sur une application par analogie de certaines de nos règles. Peut-être faut-il tout simplement apporter des règles de conflit de loi spéciales de notre cru
mais à mon sens plutôt éviter un tel renvoi extension. Maxime, je te laisse finir. Je vais reprendre juste la parole, mais quelques instants pour dire qu'effectivement cette extension m'a interrogé relativement à la question de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne. On discutait de la RSA Uni, je me demande si ce n'est pas aussi présent dans le RAUNAMAR. De mémoire, c'était peut-être la directive de 85, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, 86, mais en tout cas, c'est à peu près certain qu'en matière de surtransposition de directive, la Cour de justice de l'Union européenne se reconnaît compétente en cas de surtransposition de directive. C'est une ancienne jurisprudence qui date des années 90 au moins, et on en a eu quand même un exemple très marquant récemment dans l'affaire Comstroy. C'est la même jurisprudence qui est mobilisée. Donc ça pour dire que j'ai aussi le sentiment que la Cour de justice va être compétente pour interpréter le règlement romain Rome 2 étendu matériellement. Donc bon, c'est pas nécessairement une inquiétude, mais en tout cas c'est une interrogation qu'on voulait mettre à la discussion. On vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup à tous. Il nous reste un petit peu de temps avant une pause que nous avons bien méritée. Donc, the floor is open. Jérémy Jordan. Je sens bien la question. Non. J'ai pas du tout prévu de parler d'arbitrage pour nous. Merci déjà pour vos présentations et pour l'organisation du colloque. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais sur l'extension des règlements Rome 1 et Rome 2, est-ce que les auteurs du projet ne sont pas un peu taquins et n'ont pas voulu l'étendre au-delà de la matière civile et commerciale, et notamment au contrat public? Parce que je ne vois pas d'extension dans le projet, enfin de restriction dans le projet de l'application au contrat public, et ni dans les articles. Donc en fait, là on a une superbe potentiellement extension. Et pour aller taquiner nos amis publicistes, moi je trouverais ça extraordinaire. Donc c'est peut-être pas la volonté, mais en tout cas c'est peut-être un effet. C'est une question. Et parce qu'en fait j'avoue j'ai pas tout compris, donc un petit éclairage. Sur l'article 216, sur le champ d'application dans le temps, moi tel que je le lis, mais je me trompe peut-être, c'est application de ces extensions, donc de ces règlements européens, à compter de la date où ces règlements s'appliquent. Donc c'est quand même pour les obligations contractuelles une application rétroactive à des contrats conclus post-Rome 1 de la nouvelle règle de conflit. Enfin en tout cas, moi tel que le 207 est écrit, un contrat qui serait conclu par exemple en 2015, on lui appliquerait la règle de conflit, enfin on lui appliquerait Rome 1, quand bien même ce n'est pas nécessairement le cas à l'époque, parce que la règle dit celle-ci s'applique dans le temps, dans les conditions qu'il prévoit. Pour moi, il prévoit, renvoie aux conventions internationales et au règlement européen. Donc il faut aller chercher le champ d'application de ces règlements. Mais donc nécessairement, on va appliquer à un contrat conclu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le Rome 1, quand bien même aujourd'hui ça ne s'applique pas. Alors bref, j'aimerais bien peut-être mettre un peu clair sur la question. Voilà, mes deux questions. Il faut peut-être le... Oui. Il n'y a pas un deuxième micro? Prends le micro. Voilà. Ah, voilà. Ça marche, oui. Normalement, je ne devrais pas répondre, puisque je devrais rester totalement silencieuse jusqu'à mes observations conclusives et vous laisser le suspense. Il y a juste un point sur lequel je ne répondrai pas, parce que ça me dérange un peu trop, c'est que, bien évidemment, ce renvoi extension ne peut pas jouer dans les domaines qui ne sont pas couverts par le projet de codification. Le projet de codification ne s'applique pas en droit public, ne s'applique pas en matière d'arbitrage. Pardon ? Non, mais il est dit qu'il s'applique en droit privé. Oui, c'est privé. C'est en droit international privé. Bon, alors après, effectivement, on peut débattre. Mais en tout cas, il ne s'applique pas en matière d'arbitrage, ça c'est sûr, ça a été exclu. Voilà. En fait, c'est ça l'idée. Donc, on peut l'étendre, mais ni d'un point de vue temporel, pour les raisons qui ont été dites, parce que les règlements s'appliquent dans leur propre champ d'application temporelle, hors de question d'étendre ce champ d'application temporelle. Et le projet, en tout
cas, les renvois à extension ne peuvent pas jouer au-delà du domaine d'application du projet. Pour simplement aller dans le sens de ce que dit Marie-Laure, si je reviens même à la lettre de l'article 89, alinéa 2, hormis les cas où la loi française en dispose autrement, je prends l'exemple de la convention d'arbitrage, il est hors de question de considérer que le droit français serait modifié, c'est-à-dire que la solution qui a encore été rappelée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre, c'est-à-dire l'autonomie pleine et entière de la convention d'arbitrage, ces solutions ne sont absolument pas remises en cause. Donc, parce que là, la loi française ou le principe français en dispose autrement. Donc, il n'y a pas cette difficulté. Il y a peut-être une difficulté, effectivement, pour les contrats publics. Je veux bien l'admettre, si on prend, et dans ce cas-là, je vais prendre la définition, et plutôt celle de la Cour de cassation, et pas celle qu'en donne le Conseil d'État. Et je vais me retrouver avec un problème que chacun connaît ici, qui sont les arrêts du tribunal des conflits qui disent en même temps. Et on sait bien que là, en même temps, c'est pas génial pour régler les problèmes en général. Ça n'engage que moi. En fait, si je comprends bien, c'est donc une extension matérielle, mais dans le cadre. Et donc en fait, c'est l'article 1er. C'est l'article 1er. Mais effectivement, on peut discuter après du champ d'application, c'est très bien. C'est une autre question. Et sur le renvoi extension, en réalité, c'est une extension en tant que de raison, c'est-à-dire à chaque endroit où il y a une disposition spéciale de droit français. Y compris toutes les dispositions spéciales du Code du maire. Donc ça renvoie aux dispositions spéciales sur les règles de change, sur le droit des sociétés, dans un certain nombre d'exemples. Mais il y a dès lors, excuse-moi, je finis ma phrase, dès lors qu'il y a une règle spéciale prévue dans le projet de code, elle fait exception au renvoi. Et le renvoi, en fait, n'a plus d'utilité. C'est pour ça qu'on pourrait se dispenser de ces paragraphes, tout simplement. La difficulté, c'est des hypothèses, je prends simplement les contrats, sont des hypothèses contractuelles que, pour l'instant, on ne voit pas nécessairement émerger, mais qui pourraient émerger le temps que l'Union européenne s'en saisisse. C'est à mon avis encore plus net sur les délits. Je pense que c'est là où l'intérêt de la disposition, c'est de pouvoir couvrir ces hypothèses et de connaître dès maintenant la règle de conflit. Mais c'est vrai qu'on peut penser que ce renvoi extension n'aura qu'une portée d'application qui sera très très limitée, sauf à effectivement modifier le texte et à créer toute une série de règles de conflit spéciales. Mais là, on n'a pas forcément eu l'imagination pour les créer. Je pense qu'on peut distinguer quand même la matière contractuelle et la matière. Oui, c'est sûr. Pour bien en grande difficulté à trouver des exemples. Je disais qu'il fallait distinguer le renvoi en matière contractuelle et le renvoi en matière délictuelle. En matière contractuelle, je suis vraiment d'accord et je m'en suis rendu compte en réfléchissant, en préparant nos travaux d'aujourd'hui. On voit mal à quelle hypothèse, non couverte par une règle spéciale du projet, dans laquelle s'appliquerait notre renvoi extension. On peut voir ça comme une mesure de précaution, au cas où on n'aurait pas pensé à quelque chose. Oui, mais dans ce cas-là, je me suis demandé si on ne devait pas finalement traiter la question plus largement dans une disposition de la partie générale, peut-être sur la qualification, prévoir une règle d'interprétation des catégories du projet de code par analogie. Et les textes européens antérieurs font souvent ce renvoi extension en s'appuyant sur l'analogie, et peut-être que c'est un principe d'interprétation qui devrait être dans la partie générale. Je ne sais, j'ai pas réfléchi à la formulation, mais c'est peut-être plus prudent de procéder ainsi. Je crois que Étienne... Simplement, donc, dans la continuité de ces interrogations, est-ce qu'il ne suffirait pas, plutôt que ces extensions qui posent certains problèmes, de recopier une ou deux règles du règlement romain, par exemple, et de dire, pour les hypothèses qui ne seraient pas réglées, qui n'entreraient pas dans le champ d'application du règlement romain, on appliquerait l'article 4, par exemple. Voilà, en recopiant l'article, enfin, peut-être pas l'article 4.1, mais l'article 4, paragraphe 2.
j'aurais tendance à penser, je voulais dire aussi, en parlant du champ d'application temporelle, que finalement la jurisprudence française, typiquement française, ne va pas être tuée par ce projet de code. Bon, elle va peut-être se raréfier de plus en plus parce que les vieux délits, les vieux contrats, comme je les ai appelés, vont disparaître, plus susciter de contentieux. Mais il n'est pas mauvais, en fait, peut-être, plutôt que de faire un copier-coller de Romain et de Rome 2 à titre de disposition balai, de laisser un espace à une interprétation jurisprudentielle encore typiquement française. Pour des cas totalement inédits auxquels on n'a pas pensé, et finalement c'est peut-être mieux de laisser la solution sous l'empire de la sagesse de nos tribunaux. Sauf que Marie-Lité, alors là, c'est vraiment une question qui m'interroge. La question le choix. Je dis moi-même, si on avait une extension temporelle, il y aurait un problème de prévisibilité, qui tout de même, il faut bien le dire, est assez limité. Je reviendrai là-dessus dans un instant, mais, et notamment parce que, assez limité parce que, ok, peut-être qu'on n'y a pas pensé à ce moment-là, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on a des règles claires dans le règlement romain, ce qui n'est pas le cas dans la jurisprudence française. Et moi, je trouve que d'une certaine façon, paradoxalement, l'intérêt de l'extension, ce serait principalement d'avoir une extension temporelle. Parce que dans la pratique, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quand on a un vieux contrat et qu'il n'y a pas de clause de choix de loi, on ne sait pas exactement quelle est la loi applicable. Vous prenez la question de savoir si en France, on applique en jurisprudence un système moniste ou un système dualiste. Tu prends Pierre Maillard, il dit, Pierre Maillard, Vincent Ledet, ils disent c'est un système moniste. Tu prends Marie-Élodie Ancel, ils disent c'est un système dualiste. Donc en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le comprend très bien, il n'y a plus d'espèces jurisprudentielles qui portent sur le droit commun. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand il y en a une qui ressort une fois de temps en temps, les chances qu'elle monte à la Cour de cassation sont quasiment nulles. Et donc en fait, on a une jurisprudence qui s'appauvrit considérablement. Et là, il y a une imprévisibilité du droit commun qui est catastrophique pour les parties. Et donc, moi, ma réflexion, en réalité, c'est de me dire, l'intérêt, ça aurait été d'étendre temporellement et pas tellement d'étendre matériellement le règlement romain. Ça, c'est quelque chose, je trouve, qui mérite discussion. Mais comme tu l'as dit, on se retrouvait dans des situations où Romain s'appliquerait à des vieux contrats, puis la Convention de alors ça, ceux c'est qui vrai sont que ça me conclus gêne, entre temps, et Romain oui, c'est un peu bizarre, mais alors étendons la Convention de Rome. D'où la question que je m'étais posée, qui était est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas étendre la Convention de Rome à tous les vieux contrats et dire à partir de Romain c'est Romain, et finalement au moins on perdrait. C'est pas possible, je sais pas. Je vois pas comment on pourrait. C'est comme si on disait, je vais prendre une autre forme entre guillemets de contrat, c'est comme si on disait on va appliquer rétroactivement la Convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux aux contrats aux époux mariés avant 92, pour essayer de neutraliser la jurisprudence. On a un principe de droit transitoire de survie de la loi ancienne en matière contractuelle qui peut faire l'objet d'exceptions. Et je suis pas sûre. Bon, et sinon, ça m'intéressait sur la compétence de la Cour de justice, j'avoue que je ne suis pas totalement convaincue. Ce qui m'aurait intéressé, c'est si vous aviez un précédent qui porte sur l'extension des conventions de Rome par la Belgique ou par l'Italie. Parce que Zayuni, Unamar, moi je pense que la Cour de justice, ce qu'elle se dit, c'est la chose suivante. À un moment, il y a des extensions qui vont avoir une incidence sur la mise en œuvre de la... Voilà. Et je ne suis pas sûre que l'extension du règlement romain ou du règlement Rome 2 en dehors de leur champ d'application, ça aurait forcément une incidence sur l'application. Mais en fait, elle se contente d'une potentialité d'incidence. Elle dit très clairement, elle veut éviter une distorsion future. Et donc en fait, elle ne prend plus le risque. Et puis, c'est très marquant dans Comstroy, c'est quasiment écrit noir sur blanc, on ne prend pas le risque. En présence d'une surtransposition directive, c'est la seule hypothèse que je connais. Elle dit on ne prend pas le risque qu'une interprétation différente commence à éclore dans un État membre et qu'ensuite elle pourrait faire contaminer en fait l'interprétation européenne. La Cour de justice ne prend pas le risque et elle se reconnaît systématiquement, alors soit compétente, soit elle estime la question préjudicielle recevable, mais en tout cas, elle ne fait pas preuve de la moindre retenue à cet égard. Moi, j'ai à peu près aucun doute sur le fait qu'elle se reconnaîtra compétente si on étend le règlement romain et le règlement Rome 2. Enfin,
Je suis d'accord avec Maxime. En vérité, il faut bien distinguer l'extension et l'incorporation des textes. On a parlé des deux. Avec l'extension, le risque, c'est la renationalisation de l'interprétation des textes. Et ça, je crois que la Cour de justice, effectivement, sera très attentive à l'éviter à tout prix, à éviter tout risque qui porterait atteinte à l'uniformité, parce qu'on sait très bien qu'un arrêt de la Cour de cassation statuant sur la disposition telle qu'elle est étendue en dehors du champ d'application d'un règlement est susceptible de contaminer l'interprétation de la même disposition lorsqu'elle doit être appliquée par l'effet unique du règlement lui-même. L'incorporation, c'est un autre procédé qui transforme formellement en droit national des dispositions strictement identiques, avec toute la discussion qui émerge et que l'on va avoir dans les années à venir, avec cette incorporation qui a eu lieu dans le droit britannique, et on va voir à quel point le droit de l'Union européenne va ou non, petit à petit, parce qu'il est devenu du droit britannique, dériver, ou pas, une forme de dérive des continents, dériver de l'interprétation européenne. Est-ce que la Cour de justice aura encore une influence? Donc, là-dessus, je crois que la forme emportera la conviction de la Cour de justice sur son emprise, l'emprise de son interprétation sur des textes qui, formellement, restent du droit de l'Union.